Imaginez l'Europe au début du XXe siècle. C'est une époque de transformation rapide et de progrès sans précédent. C'est un lieu animé, plein de nouvelles inventions et de grandes idées. Les villes bourdonnent d'activités, les usines tournent à plein régime et les innovations technologiques changent la vie quotidienne. Mais sous la surface, des tensions mijotent. Les rivalités anciennes et les nouvelles ambitions créent une atmosphère lourde et inquiétante. Les grandes puissances européennes, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Russie, sont enfermées dans une compétition dangereuse. Chacune cherche à étendre son influence et à renforcer sa position sur la scène mondiale. Elles se disputent le pouvoir, les terres et les ressources. Les ambitions impérialistes poussent ces nations à s'affronter pour le contrôle de territoires lointains. Chaque nation veut être la plus forte, la plus riche et la plus influente. Les parades militaires et les célébrations nationales reflètent cette quête de grandeur et de domination. Un point de friction majeur est la course aux colonies. Les puissances européennes se lancent dans une véritable frénésie pour s'emparer de nouvelles terres. Les puissances européennes se bousculent pour conquérir et contrôler des territoires en Afrique, en Asie et dans le Pacifique. Ces colonies deviennent des symboles de prestige national. Ces colonies fournissent des matières premières et de nouveaux marchés pour leurs industries en croissance. Le commerce colonial devient un pilier de l'économie européenne. Mais cette compétition pour les colonies engendre ressentiment et méfiance entre les puissances européennes. Les alliances se forment et se déforment, créant un réseau complexe de relations diplomatiques. Le nationalisme, en plein essor, met de l'huile sur le feu. Les mouvements nationalistes galvanisent les populations, les incitant à soutenir leur nation avec ferveur. Les peuples deviennent farouchement fiers de leur nation et de leur patrimoine. Les drapeaux nationaux flottent haut et les festivals culturels célèbrent l'identité nationale. Ce fort sentiment d'identité nationale, bien que positif en apparence, crée une dangereuse mentalité du nous contre eux. Les propagandes attisent les rivalités et les tensions. Dans certains cas, il alimente des rêves d'unir des personnes de même origine ethnique sous un seul drapeau, même si cela signifie redessiner les frontières par la force. Les conflits frontaliers deviennent de plus en plus fréquents. La situation dans les Balkans, une région du sud-est de l'Europe, est particulièrement volatile. Les tensions ethniques et nationales y sont exacerbées. L'Empire ottoman, autrefois puissant, s'affaiblit. Son déclin crée un vide de pouvoir que d'autres nations cherchent à combler. Ce déclin déclenche une lutte pour le contrôle des Balkans, l'Autriche-Hongrie et la Russie, étant toutes deux désireuses d'affirmer leur domination. Les troupes se massent aux frontières, prêtes à intervenir. Les Balkans deviennent une poudrière, mûre pour qu'une étincelle déclenche un conflit plus large. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo en 1914 en sera le catalyseur, précipitant l'Europe dans la Première Guerre mondiale. Le nationalisme, bien qu'étant une force d'unité puissante, peut aussi être une arme dangereuse. Il a le pouvoir de rassembler les gens autour d'une cause commune, mais il peut également semer la division et la haine. Dans les Balkans, il devient une poudrière qui ne demande qu'à exploser. Cette région, avec ses montagnes escarpées et ses vallées profondes, est un terrain fertile pour les tensions nationalistes. Cette région est un creuset d'ethnie et de religion, avec une longue histoire de conflits et de méfiance. Les Serbes, les Croates, les Bosniaques, les Albanais et bien d'autres groupes cohabitent dans un espace restreint, chacun avec ses propres aspirations et ses propres souvenirs de conflits passés. L'Empire ottoman, pendant des siècles, a régné sur une grande partie des Balkans. Sous leur domination, une certaine stabilité a été maintenue, mais à un coût élevé pour les populations locales. Mais à mesure que l'Empire ottoman s'affaiblit, différents groupes ethniques y voient une opportunité de se libérer et de former leurs propres États-nations. Les aspirations nationalistes commencent à se manifester de plus en plus ouvertement. La Serbie, une nation relativement nouvelle dans les Balkans, rêve d'unir tous les slaves du Sud sous un seul drapeau. Ce rêve est alimenté par un profond sentiment de fierté nationale et de désir d'indépendance. Cet objectif la met directement en conflit avec l'Autriche-Hongrie, qui contrôle une importante population de Slaves du Sud à l'intérieur de ses propres frontières. L'Empire austro-hongrois, avec sa mosaïque de peuples et de cultures, voit dans le nationalisme serbe une menace existentielle. L'Autriche-Hongrie, un empire tentaculaire composé de nombreuses ethnies différentes, craint que le nationalisme serbe n'incite ses propres peuples à se révolter.
La peur de l'instabilité interne pousse l'Empire à adopter des mesures répressives. La situation est incroyablement complexe, les alliances et les rivalités se multiplient, rendant toute tentative de résolution pacifique presque impossible. Imaginez une tapisserie avec des fils de différentes couleurs, représentant les différents groupes ethniques et religieux. Chaque fil est essentiel à l'intégrité de l'ensemble, mais chaque fil tire dans une direction différente. Les fils sont tous emmêlés, et toute tentative de tirer sur un fil menace de défaire toute la tapisserie. C'est une métaphore parfaite pour les Balkans de cette époque. C'est ce à quoi ressemblent les Balkans au début des années 1900. Une toile enchevêtrée d'identités nationales concurrentes, de griefs historiques et d'ambitions politiques. Chaque groupe cherche à réaliser ses propres aspirations, souvent au détriment des autres. Il est important de se rappeler que le nationalisme n'est pas intrinsèquement mauvais. Il peut inspirer des mouvements de libération et des réformes sociales positives. Il peut être une puissante force positive, incitant les gens à travailler ensemble pour un objectif commun. Des projets communautaires et des célébrations nationales peuvent renforcer le sentiment d'appartenance et de solidarité. Mais dans les Balkans, le nationalisme, alimenté par la peur et la méfiance, devient une idéologie dangereuse qui pousse la région au bord de la guerre. Les ambitions nationalistes, lorsqu'elles sont exacerbées par des ressentiments historiques et des rivalités politiques, peuvent transformer une région en véritable poudrière prête à exploser. Au cours de l'été 1914, l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, se rend à Sarajevo, la capitale de la Bosnie. Cette visite est censée renforcer la présence de l'Empire austro-hongrois dans la région. L'Autriche-Hongrie avait récemment annexé la Bosnie, un geste qui a provoqué la colère de la Serbie. La Serbie, avec ses aspirations nationalistes, voyait cette annexion comme une menace directe à son influence et à son indépendance. La visite de François Ferdinand se veut une démonstration de force, mais elle est perçue par de nombreux nationalistes serbes comme une provocation. Les tensions étaient déjà élevées et cette visite ne faisait qu'attiser les flammes de la discorde. Le 28 juin 1914, l'archiduc et sa femme, Sophie, traversent les rues de Sarajevo dans une voiture découverte. L'atmosphère est tendue. Les rues sont bordées de spectateurs, certains curieux, d'autres hostiles. Les nationalistes serbes sont déterminés à faire passer un message. Parmi eux, des membres de la Main Noire, une société secrète dédiée à l'unification des peuples slaves par tous les moyens nécessaires. Alors que la voiture de l'archiduc passe, un jeune nationaliste serbe du nom de Gavrilo Princip s'avance et tire 2 coups de feu. Princip, un jeune homme de 19 ans, avait été recruté par la Main Noire pour cette mission fatidique. Les coups de feu sont fatals. L'archiduc est touché à la jugulaire, tandis que Sophie est atteinte à l'abdomen. Les deux succombent rapidement à leurs blessures. François Ferdinand et Sophie sont tués. Leur mort marque un tournant décisif dans l'histoire européenne. L'assassinat provoque une onde de choc à travers l'Europe. Les journaux du monde entier rapportent la nouvelle, et les gouvernements commencent à évaluer les implications de cet acte. L'Autriche-Hongrie est indignée et tient la Serbie pour responsable de l'attentat. Les appels à la vengeance se multiplient et la pression monte pour une réponse militaire. L'Autriche-Hongrie, avec le soutien de son puissant allié, l'Allemagne, lance un ultimatum à la Serbie. Cet ultimatum contient des exigences strictes, presque impossibles à accepter pour un pays souverain. Les exigences sont délibérément sévères, conçues pour être rejetées. L'Autriche-Hongrie espère ainsi justifier une action militaire contre la Serbie. La Serbie, craignant une invasion, fait appel à son allié, la Russie, pour obtenir de l'aide. La Russie, partageant des liens ethniques et religieux avec la Serbie, se sent obligée de soutenir son petit allié. La Russie, désireuse de protéger ses frères slaves de Serbie, commence à mobiliser son armée. Cette mobilisation est perçue comme une menace directe par l'Allemagne. L'Allemagne, voyant dans la mobilisation de la Russie une menace, déclare la guerre à la Russie. La situation dégénère rapidement et les alliances militaires se mettent en place. La France, liée par son alliance avec la Russie, déclare également la guerre à l'Allemagne. Les tensions montent et les préparatifs de guerre s'accélèrent. En l'espace de quelques jours, les grandes puissances européennes sont en guerre. Ce qui avait commencé comme un acte de violence localisé à Sarajevo se transforme en un conflit mondial, marquant le début de la Première Guerre mondiale. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand a été l'étincelle qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Mais les causes sous-jacentes étaient beaucoup plus profondes. Un réseau complexe d'alliances entre les puissances européennes
a transformé un conflit régional dans les Balkans en une guerre mondiale. Ces alliances, censées prévenir la guerre, l'ont en réalité rendue inévitable. Imaginez un groupe d'amis, chacun promettant de défendre l'autre s'il est attaqué. Cela semble être une bonne idée au départ, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il lorsqu'une bagarre éclate entre deux des amis? Soudain, tout le monde est obligé de choisir son camp, et une petite altercation se transforme en une bagarre générale. C'est essentiellement ce qui s'est passé en Europe en 1914. L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie avaient une alliance solide. La Russie et la France avaient un accord similaire. La Grande-Bretagne était également alliée à la France et à la Russie, bien que ces accords soient moins formels. Lorsque l'Autriche-Hongrie a déclaré la guerre à la Serbie, cela a déclenché une réaction en chaîne. La Russie, obligée de défendre la Serbie, a mobilisé son armée. L'Allemagne, se sentant menacée, a déclaré la guerre à la Russie. La France, tenue de défendre la Russie, a déclaré la guerre à l'Allemagne. Et la Grande-Bretagne, après l'invasion de la Belgique, un pays neutre, par l'Allemagne, a déclaré la guerre à l'Allemagne. En l'espace de quelques semaines, le continent était plongé dans la guerre.